Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Encore et encore une femme inspirante, une femme engagée, une femme qui fait bouger les choses. Avec nous aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Séverine Desbouis. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandre. Dans cette émission, on adore les femmes qui font le sport. Soit parce qu'elles ont brillé dans leur discipline, mais parfois c'est juste un début, c'est ton cas, parce qu'elles occupent aussi des postes à responsabilité, ça aussi c'est ton cas, parce qu'elles ont des engagements forts, parce qu'elles se battent au quotidien pour des choses importantes, c'est ce que tu fais. Avec un nouvel aboutissement, le 24 juin 2024, tu es devenue présidente de la section vélo du plus vieux club omnisport de France, le Racing Club de France. On a bien compris, on parle de vélo avec toi, on parlera de ta jolie carrière qui est derrière. Ça te paraît loin ou pas d'ailleurs ta carrière de cycliste professionnelle? Complètement. Ah, ça te paraît très loin? Ouais. Tu as quel âge aujourd'hui, Séverine? J'ai eu 50 ans cette année. Alors, cette carrière, elle a été professionnelle. Il y a eu la grande boucle, l'avant Tour de Ouais. France féminin. Tu as été professionnelle avec des grandes équipes. Ouais. Je voudrais que tu m'expliques comment tu es arrivé au vélo, toi, d'abord. Tu es originaire d'où? Alors, je suis originaire de Vichy. Voilà, centre de la France, donc il n'y a pas que les pastilles ou les crèmes Vichy. Ou le golf? Ou le golf aussi. Mon papa était un speaker de vélo. Voilà, et j'étais une jeune fille hyper active. Et c'est vrai que j'avais du mal à tenir en place. Donc on m'a inscrit à plein de sports. Et puis un jour, mon papa me dit, écoute, les sports co, etc., même les sports individuels, ça ne te fatigue pas. Et il m'a amené un vélo. Il m'a dit, écoute... Tu avais quel âge? J'avais 13 ans. Donc tu avais 13 ans. J'avais 13 ans et mon papa m'amène un vélo. Il me dit, écoute, on va l'essayer. Voilà. Et mon papa était un ancien coureur cycliste. Et donc, on part... Un vélo de route, hein? Un vélo de route, ouais, vélo de route. Et on part sur un parcours... Parce que Vichy, c'est vallonné, hein? Exactement. Et avec une côte de 1,5 km. Et il me dit, voilà, on va voir si tu es capable, si là, ça te calme, en fait. Et on part... Et... Attends, tu étais quel type de jeune fille? J'étais assez hyperactive. Ok. Voilà. Et en fait, on fait ce tour de 6 km. Et je dépose mon papa en haut de la côte, je suis toute seule et je l'attends. Et il me dit, OK, on arrête tous les autres sports et on va aller là-dessus. Mais il me dit, par contre, pendant 1 an, on ne fait pas de compétition. Tu vas apprendre à vraiment grimper les côtes. Il faut vraiment que ça soit parfait. Avec lui? Avec lui, puis après toute seule. Et puis... je fais ça pendant 6 mois, puis j'en avais marre. En fait, c'était très astreignant en termes de rigueur. Et puis un jour, je comptais le nombre de minutes qu'il fallait pour faire ce tour. Je m'arrêtais, et puis je comptais. J'ai dit, bon, ça fait 1 heure, je rentrais très vite. Je mouillais mes affaires, et hop, je rangeais le vélo. En fait, j'avais fait peut-être 10 km, alors qu'il avait demandé d'en faire 30. Et un jour, le chef de gare, parce que je passais devant la gare, lui a dit, mais... je vois Séverine très souvent assise à bouquiner. Et voilà. Et mon papa, un jour, m'enlève le vélo. Et je ne veux plus de vélo. Je dis, ben, je vais à l'entraînement. Non, il n'y a plus d'entraînement. C'est où tu t'engages, tu y vas à fond. Tu n'auras pas de regrets ou tu ne fais pas, en fait. Et ça a été la première leçon de ma vie, en fait. C'est voilà. Quoi le message que tu retiens? Le message, c'est que quand on te fait confiance, déjà, c'est du temps, c'est de l'argent et donc c'est du respect. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai retenue. Oui, mais tu aurais pu lui dire, c'est pas pour moi. Oui, mais je pense qu'il avait raison, en fait, que j'avais un potentiel, et la preuve, on l'a vu par le passé, par la suite. Et pour le coup, c'était la confiance, vraiment te faire confiance, en fait. Et là, j'avais transgressé sa confiance. Et à partir de là? À partir de là, il m'a mis en compétition 1 mois et demi après, j'ai gagné 9 courses de suite, toute seule à chaque fois. Et là, tu te dis quoi? Et là, je me suis dit, la vie est bien faite. La vie m'a donné vraiment des compétences aussi physiques. Il faut que je les saisisse parce que tout le monde ne les a pas forcément. Mais tu as 13 ans. J'ai 13 ans, ouais. Et 13 ans, on est dans un sport masculin. Ouais. Te projeter, c'est quoi? C'est de dire... Me projeter, c'est de me dire, ça va me permettre de gagner, c'est trouver une position dans ma classe, c'est dans la société. Gagner, c'est aussi parce que j'aimais beaucoup les États-Unis, donc je regardais beaucoup d'émissions, de choses, les Carl Lewis, j'étais assez fan du système anglo-saxon et je me disais, si tu réussis dans le sport, ça t'aidera aussi au niveau scolaire à grandir et à aller loin, en fait. Et puis, quand vous êtes originaire de Vichy, au bout d'1 an, je suis rentrée en équipe de France. C'était une petite ville et puis beaucoup de gens se moquaient des origines d'où je venais. Et j'ai dit, vous savez,
je ferai pas le tour de Cora, je ferai le tour du monde en fait. Et un jour, j'y arriverai en fait. Et je vais vous démontrer que je vais y arriver. Donc c'est aussi peut-être la troisième leçon. C'est pas la soif de vivre, c'est la soif de survivre et réussir. J'étais vraiment dans ça. Et c'est ce qui m'anime très souvent. Je dis merci à la vie tous les jours. Tous les jours. Je comprends parfaitement. Voilà. Est-ce que tu penses qu'à travers tout ça, tu as un mental différent des autres? Est-ce que tu te sens différente, donc inspirante, mais différente aussi? Oui, je l'ai compris dans un des projets que j'ai monté dernièrement. Il a fallu que je l'accepte parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais, notamment en évitant par exemple de communiquer sur moi ou parler de moi, je me suis rendu compte que les gens finalement ne me connaissaient pas, alors que finalement j'avais aussi beaucoup de par mon parcours, mon expérience, mes échecs. En toute humilité. Ouais, pousser les murs, réussi, pris des coups, mais que ça méritait de le transmettre aussi aux autres et que la vision que j'avais, la façon que j'avançais ou cette résilience que j'ai pu avoir, tout le monde ne l'a pas. Donc l'idée, c'est aussi d'aider les autres à ce niveau-là. Et de transmettre. Transmettre. Je suis très attachée à ça, notamment depuis les 6 dernières années. Tu as 13 ans, tu gagnes tout. Tu as 14 ans, tu gagnes tout. Tu continues de tout gagner. Est-ce qu'être une femme qui fait du vélo, tu sentais un regard, genre déjà le vélo, je caricature parce que moi j'adore, hein. Wow, c'est un sport de beauf, puis c'est un sport de mec, qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Non. Alors tu voulais pas l'entendre ou tu l'as pas entendu? Non, je l'ai pas entendu parce que je courais beaucoup avec les garçons. Et l'idée, c'est que Et je les battais. Ouais. Tu vois, c'est pas toi qui l'as dit, mais je le sentais bien venir, ça. Mais ça m'a plu. L'idée, c'était d'être égal à égal. Et d'ailleurs, à 16 ans, j'ai demandé à partir en sport-études. C'est-à-dire, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, voilà, j'ai envie de progresser. J'avais cette envie-là. Cette soif. Oui, cette soif-là. Et mes parents m'ont dit, on n'a pas les moyens. Je suis allée voir mes grands-parents, je suis même rentrée dans une banque. Je n'ai jamais rentré dans une banque en disant, voilà, je voudrais partir, c'est lourd pour mes parents. Et en fait, l'entraîneur du pôle France à Saint-Amand-Montrond a appelé mes parents. Et, parce que je l'avais appelé, j'avais fait une lettre. Et il a appelé, il n'y avait que des garçons. Il a dit, je vais la prendre. Et on va investir. Et puis finalement, le sport-études, plus mes grands-parents, qui ont dit, voilà, on investit sur 1 an et on y va, quoi. C'est émouvant ce que tu dis. Ouais. Et au bout de 2 mois, je suis tombée. Attends, tu as quel âge? J'avais 16 ans. Ok, et au bout de 2 mois? Au bout de 2 mois, j'ai un très grave problème de santé. Je me retrouve hospitalisée. C'est pendant 6 semaines. Et là, mes parents viennent le dernier jour. Ils ne viennent pas avant. Ils viennent le dernier jour à l'hôpital. Et ils savent que c'est le dernier jour? Oui. Et mes parents viennent en me disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On te ramène à la maison? C'est bon, là? J'ai dit non. Non, je reste. Et j'ai passé mon Noël là-bas. J'ai dit... au sport-études? Au sport-études. Pour garder mon statut de haut niveau, il fallait que je sois championne de France espoir. Et c'était combien de temps après, le championnat de France? C'était 7 mois après. Ok. Et je dis, c'est pas grave. Donc tu as 7 mois pour retrouver le niveau? Exactement. Et pour être... Et 7 mois après, je suis championne de France espoir. Et je rencontre Marion Cligné, des filles comme Cathy Marsal, Cécile Audin, des femmes de caractère. Et je dis, voilà, maintenant, je ne lâcherai plus, en fait. Entre femmes de caractère, hein. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est très compliqué parce que je sens et je vois et je partage, parce que j'ai fait comme ça aussi dans ma vie, mais là, on est là pour parler de toi, que tu sais pousser les portes. Donc c'est difficile, tu vois, je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout changé? Et en fait, il y en a probablement plein, parce que comme tu pousses toutes les portes, et quand on pousse toutes les portes, on ne pousse pas les petites portes, on pousse les grosses portes. Disons que ma vie a été faite de belles rencontres. Oui. La première rencontre, ça a été mon professeur de CE2, M. Quevauvilliers, qui m'a fait confiance, qui m'a fait découvrir le sport, parce que j'étais toujours au fond de la classe, j'étais pas très à l'aise, j'étais assez timide, et il m'a fait découvrir le sport. Le fait que je pouvais prendre du plaisir. Et t'exprimer à travers le sport et montrer des choses à travers exactement. Le sport. Après, ça a été mon professeur d'EPS au collège, M. Leroy, avec qui j'ai eu la chance de porter la flamme ensemble. Et ça a été une surprise. La flamme? La flamme olympique à Vichy.
Voilà, on s'est retrouvés dans le bus. Lors à côté des JO de... Exactement. Les Jeux Olympiques Albertville de Paris 2024, on a porté la flamme. Voilà. Et ça, c'était aussi une personne qui a compté. Ah, tu veux dire que tu l'as retrouvée là? Je l'ai retrouvée là, à ce moment-là. Ouais. Et puis ça, c'était chouette. Et l'entraîneur de sport-études, la personne qui m'a fait confiance. Voilà. Un homme aussi? Un homme aussi, voilà. Il n'y avait pas de femme dans ce parcours, hein? Ça va venir, ça va venir. Je vais t'expliquer, ça va venir. Après, à un moment donné où je sors du sport-études, où j'ai envie de passer des caps, et voilà, je veux avancer, mais je n'ai pas toutes les clés, en fait. Voilà, et on me présente à Cyril Guimard. Et là, je me retrouve face à un type à Saint-Cloud, qui n'est pas forcément l'homme qui entraîne les femmes, au contraire. Et quand il me voit, il me dit 10 kilos à perdre. C'était très direct comme rencontre. Et je le regarde, je dis ah non, c'est pas possible. Bah, il me dit si, c'est ça. Oui. Et je le challenge, je lâche pas. Et puis, et je l'ai écouté en fait. Et à l'époque, j'étais fiancée à Tom Steele, l'ex-pro. Et je lui dis, je l'appelle et je dis voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Tu ferais mieux d'arrêter le vélo peut-être, parce que j'étais dans une phase un peu creuse en fait. Juste en sortant du sport-études. Et puis je l'ai rappelé, je lui ai dit ok, combien de kilos? C'est quoi la règle du jeu? C'est quoi le cadre? Et puis en fait, il m'a un peu challengé et voilà, ça fait partie des belles rencontres pendant ma carrière professionnelle, notamment pendant 11 ans. Et non mais attends, tu perds les 10 kilos et ensuite il se passe quoi? il se passe quoi? Il se passe que je deviens meilleur grimpeur à la grande boucle, je gagne 2 étapes, je gagne une Coupe du Monde. Je fais 4e à la grande boucle, je vais au Tour d'Italie. Enfin, mon palmarès s'explose, mais en bien, quoi. Voilà. Donc il avait raison. Il avait raison. Et puis, quoi d'autre? Christine Lagarde. Ça, c'est... Voilà, tu parlais des femmes. Ben, ça, c'est quelqu'un qui m'a... Elle avait déjà les responsabilités actuelles? Non, je travaillais avec son mari. Donc, mon premier job a été à la Direction Générale du Développement Économique. C'était mon patron. Puis un jour, il me dit, je vais te présenter quelqu'un, je pense qu'il sera important, tu verras dans ta vie. Et j'arrive et je vois cette dame. Qui à l'époque est quoi? Qui à l'époque c'était juste avant qu'elle soit ministre de l'économie. Donc je ne me souviens plus exactement. Okay. Ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est là, qui est touchante et qui a su trouver les mots. Après, Pascal Grisot, qui est président actuel de la Fédération de golf aussi. Attends, il y a juste une chose, parce que là on entend et tu vas vite. Et on entend que tu rencontres des gens comme Christine Lagarde, des gens qui ont des grosses responsabilités. Ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que tu as un mental de ouf. Tu t'entraînes probablement mieux et plus que beaucoup d'autres. Ouais. Mais comme une journée dure 24 heures, et on a aussi le temps de se servir de sa tête et de faire des études. Je ne suis pas en train de dire que les sportifs sont bêtes, hein. C'est surtout pas ce que je dis. Hein. Mais toi, en plus, tu es allé très loin parallèlement au niveau des études. Oui. J'ai fait d'abord, en sortant du sport-études, j'ai fait Catch Norma. J'ai fait un master de stratégie d'entreprise, d'où mon passage à Marseille. Et cette rencontre avec M. Giocanti et Mme Lagarde. Après, j'ai fait l'IHEDN, parce que la gestion de crise était des choses qui me passionnaient. Et puis dernièrement, j'ai fait le MIT à Boston sur le management interculturel. Je l'ai fait pendant 9 mois la nuit. Voilà, parce que j'ai des enfants aussi. Et c'était une brique qui me manquait. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se former en permanence. Il faut oser, en fait. L'audace. Je crois que si on n'ose pas, on ne sait pas, en fait. En même temps, la nuit, on peut dormir. Aussi, mais je ne dors pas beaucoup. Je dors le week-end. On l'a bien compris. Je voudrais qu'on revienne sur les performances sportives, sur la grande boucle qui n'était pas encore le Tour de France féminin. Ouais. Ça avait une saveur particulière de gagner des étapes de la grande boucle? Oui, parce qu'au niveau des étapes, notamment du parcours déjà, on faisait les Alpes, on faisait les grands cols. Ce qui commence à arriver avec le Tour de France, nous on l'avait. Alors, nous on en avait vraiment, c'était corsé, on était sur 2 semaines tout de suite. Enfin, moi j'ai fait 9 grandes boucles, c'était 9 fois 2 semaines. Hein. Et donc Galibier, Tourmalet, Alpe d'Huez, voilà, donc c'était... Il y avait du monde, alors sur certaines étapes autant qu'aujourd'hui le Tour de France actuel, mais ouais, c'était passionnant. Ce qui était peut-être éprouvant, c'était les conditions d'hébergement, le transport qui pouvait être compliqué. C'est-à-dire le transport, on n'avait pas les bus. Alors, quand j'étais en équipe de France, on
On avait le camping-car, beaucoup comme ça, ou en voiture, contrairement aujourd'hui où les filles ont carrément les bus, les mêmes systèmes que les équipes professionnelles masculines. Mais par contre, quand je suis passée pro en Italie, on avait le bus, le camping-car, on était équipés pareil. Allons là-dessus justement. Ensuite, tu passes pro en Italie et là, c'est entre guillemets la grande vie. C'est une vie qui est... je deviens leader, c'est-à-dire que l'année d'avant, je suis face à Fabiana Luperini qui a gagné 4 grandes boucles, Somariba qui en a gagné 2, et puis je gagne dans les grands cols, je les mets à 1 à 2 minutes. Donc les Italiens, l'équipe numéro mondiale Gasport Team, vient me chercher, et puis je suis 4e mondiale et là j'y vais. Donc là je me retrouve à habiter en Italie, avoir un environnement qui me bouscule parce que le fait d'avoir justement d'être une personnalité qui étudie, qui aime bien aller au théâtre, j'avais été chercher ça en fait. J'avais besoin intellectuellement de me cultiver, de faire des choses, et là je me retrouve dans un environnement pour le coup focus pro, mais pro, c'est-à-dire t'es pas et puis on était 17 filles, on était 14 nationalités. Wow. Donc là, tu vois, c'est un peu la education first, mais version... tu commences à toucher un gros salaire? Je commence à toucher un gros salaire qui serait encore aujourd'hui dans les gros salaires actuels. C'est-à-dire j'étais à 14 000 € par mois. Okay. Donc ce qui est conséquent. Oui, bien sûr. Et, mais là, si tu veux, c'est même beaucoup. C'est-à-dire que je suis dans un truc où c'est même trop, et je perds mes repères. C'est-à-dire tout ce que j'avais mis en place, j'aimais bien m'entraîner... faire alors ce qu'on appellerait aujourd'hui du vélo connecté. Je suis organisée, la récup, j'avais la chance, j'avais aussi construit mon équipe au-delà de Guimard avec Jean-Marcel Ferré. J'avais été voir l'équipe de France 98, l'environnement médical pour travailler. Donc je voulais sortir du monde du vélo. Je m'étais financé ça en fait. Et là j'arrive en Italie et tout cet accompagnement et cet environnement innovant, on va appeler ça comme ça, c'est pas du tout le système en Italie en fait. Donc ça a été très compliqué pour moi. Néanmoins, j'ai quelques victoires, mais on est sur les 17, tu as les 9 meilleures mondiales en fait, qui sont dans l'équipe en fait. Donc, et là, je ne sais pas le gérer en fait. Je ne sais pas le gérer. Et finalement, ce qui était un avantage dans ma structuration avant est un désavantage parce que je ne sais pas m'adapter. Je parle très bien les langues. Et puis je fais... Tu parles de rencontres. J'ai la chance d'être avec Pia Sundstedt, finlandaise, Sciences Po, une tronche qui voit que c'est difficile pour moi en fait. Et puis elle essaie de m'aider parce qu'elle est là depuis 4 ans. Et puis en milieu de saison, elle décide de partir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que justement dans nos échanges, elle a vu que moi je lui ai dit mais il n'y a pas que le vélo en fait. Tu étudies à Sciences Po à distance et puis tu acceptes cette vie, c'est étrange en fait. Tu vois, donc je la challenge un peu. Ouais, vous vous êtes bousculés l'une et l'autre pour apporter des choses. Exactement. Et tu vois, ça fait partie aujourd'hui des filles que j'ai revues il n'y a pas très longtemps. J'imagine bien. Voilà. Et elle a fait partie des filles qui ont inspiré ma reconversion aussi. La carrière s'est arrêtée avec une grosse chute? Oui, ma carrière s'est arrêtée parce que justement en 2001, l'année, je suis à la grande boucle, je suis dans les 5 meilleurs à 4 jours de l'arrivée. Et j'ai une très grosse chute où, à 1 kilomètre de l'arrivée, dans une descente, il y a une Australienne qui est hyper fatiguée à 164 km. Donc... et puis tout le monde tombe, et puis moi je n'arrive pas à éviter et je tombe dans un ravin et je me prends un rocher dans la tête, les genoux, donc je me retrouve les chevilles, les genoux, enfin je me fracasse de partout, je fais quelques jours de coma et je pars 9 mois en centre de rééducation. Et là, tu te dis, tu passes d'un 2 roues devant à 2 roues sur le côté. Et c'est pareil, tu n'es pas prête en fait, parce que tu as fait des choix, de vie. Tu as fait des études, tu as même anticipé en ayant des contrats. Tu as eu peur de plus jamais marcher? J'ai eu peur au réveil. Alors, la première question que j'ai posée au réveil, c'est est-ce que je vais remarcher ou est-ce que je peux remarcher? Et le docteur m'a dit vous pouvez remarcher. Je lui ai dit donc je vais remarcher. Parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que je me suis battue pour en arriver là. Et que tu vas te battre pour remarcher. Et que je vais remarcher. Et voilà. C'est les études ensuite qui vont prendre le dessus et tu vas très vite lancer une boîte. Oui.
Explique-nous cette société. En fait, je reviens, je décide, j'arrive à revenir en vélo. Je me dis 2004, j'arrêterai, c'est les Jeux. Je me qualifie, j'arrête. Et c'est ce qui se passe. Et je dis, je laisse ma place. Et le soir même, Guimard me dit, non mais t'es sûre de toi? Ouais, je suis sûre de moi parce que je suis plus une athlète, je suis une femme. Je suis plus capable de prendre des risques, je suis plus capable de descendre à 70 à l'heure en desserrant les freins, qui était un des trucs que je faisais. J'y arriverai plus, en fait. Ouais. J'ai peur. En fait, j'avais peur. J'avais jamais peur. Et pour moi, je suis aussi passionnée de voiture. Je conduis beaucoup sur glace. Et là, j'avais peur. J'avais peur en descente. Donc tu sens que c'est le moment d'arrêter. Ouais. Et donc, mais j'ai cette adrénaline et je me suis dit, tout ce que j'ai construit, c'est pas pour rien. Et puis, Guimard m'emmène, avec Laurent Fignon, m'emmène à un rendez-vous en Belgique. Et je vais voir le manager de l'équipe professionnelle, Mr Bookmaker, à Ostende. Et il voulait recruter. Équipe pro vélo. Équipe pro vélo homme. Et il voulait recruter Guimard. Et on parle de. Je lui dis, mais vous êtes du betting, vous êtes concurrent de la Française des Jeux. Il me dit, ouais. Mais je lui dis, est-ce que vous prenez les athlètes pour des chameaux, en fait? Mais c'est un truc, vous n'avez pas le droit. Enfin, vous êtes interdit en France. Et il dit, mais c'est pas elle, pas lui que je vais embaucher, mais vous. Je lui dis, parce que je le challenge, j'ai pas peur, en fait. Puis je dessine un business plan sur la nappe en papier. Il se lève, il enlève, il regarde. Et il me dit, ah ouais. Et il me dit, vous êtes capable de faire ça? Je lui dis, pourquoi j'y arriverai pas? Et il me dit, ok, mais moi, j'embauche pas. Mais je lui dis, mais moi, je veux pas travailler pour vous, en fait. Il m'a dit, mais moi, je vous challenge. Moi, je veux que vous travailliez pour moi. Voilà. Et il me dit, j'embauche pas les Français. Je lui dis, ah bon? Et j'appelle les gens Françaises des Jeux, puis j'échange, puis ils m'ont dit, Séverine, ça va prendre du temps, c'est compliqué. Je suis pas sûre que ce marché-là, enfin voilà, il y a vraiment un projet d'État. Et je rappelle le mec, je lui dis, ok, je vais monter la boîte, mais si on fait, c'est pour réussir. Mais on travaille avec les Français. Voilà, vous êtes belges, j'adore les Belges, mais l'objectif, c'est de travailler main dans la main avec la France pour construire un nouveau modèle économique. Et voilà, j'ai lancé ma boîte comme ça, comme ça. Et ça n'arrête plus depuis. Le temps passe vite, on va accélérer les choses. Tu as participé à énormément de choses françaises et à l'international. Oui. Aujourd'hui, tu as la présidence de la section cyclisme du Racing Club de France, oui. Une institution. Au-delà du sport, il y a l'aspect mobilité. Je voudrais qu'on parle de ça. Comme évoqué, c'est vrai que j'ai été une athlète dans le cyclisme, mais quoi de mieux, et surtout avec les Waze ou les Strava, pour découvrir ce qu'est une ville et aider demain les ingénieurs à repenser la ville au travers des parcours. Et je me suis mis à m'intéresser à qu'est-ce qu'est une ville, comment la repenser dans les déplacements. Donc je me suis aussi formée à ça. Et j'ai travaillé sur l'aménagement urbain. Après, j'ai travaillé sur le savoir rouler à vélo pour les enfants, la pratique du vélo. La pratique du vélo pour les seniors aussi. Donc me dire aussi, quoi de mieux, on parle souvent que le vélo et les tests à l'effort, on découvre que le cyclisme c'est la meilleure chose en termes de santé pour la population, et jusqu'à aller travailler sur le rachat de marques, voilà, travailler pour la réindustrialisation de la France. Et de tout ça, j'en ai fait une grosse expertise aujourd'hui. Et le Racing Club de France, quand M. Baudillon, qui me suivait mon parcours, me dit « Mais Séverine, pourquoi une athlète comme toi, qui est aujourd'hui une femme d'entreprise, on ne te connaît pas? Et pourquoi tout ce que tu as structuré, alors qu'on est face au réchauffement climatique, on est face au fait de repenser les mobilités aujourd'hui, tu as toutes les clés en fait. » Et voilà, donc le projet du Racing, je l'ai lancé comme ça. Et je m'investis dans mon quotidien de professionnel sur ces angles-là. Voilà. Oui, mais tu as un regard aussi probablement sur le réchauffement climatique et le vélo, ce qui va devenir en montagne, en altitude. Je pense, alors j'ai travaillé sans rien cacher là depuis 2 ans sur plus d'une quinzaine de villes qui sont des villes ou des villages à la montagne, justement autour de Briançon, Embrun, parce que justement on doit penser avec ce qui arrive face au manque de neige. Il y a tout un écosystème qui se meurt. Et on doit repenser. Il ne faut pas se dire demain c'est terminé. Et la montagne l'été, c'est fantastique. Exactement. Donc surtout avec l'électrique. Exactement. L'électrique, le fait qu'on va aller, toutes les familles peuvent maintenant se déplacer, que les remontées mécaniques ont été réinventées et adaptées pour le vélo. Donc, et pouvoir demain, comme quand tu gagnes une course où tu marques les gens et tu apportes quelque chose. J'imagine. Voilà. Tu restes avec nous, Séverine. On va parler de la succession, parce que tu as bien dû en inspirer quelques-unes avec Julie Caron.
Caron, rédactrice en chef chez Au Féminin, est avec nous. Salut Julie. Bonjour Alexandre, bonjour Séverine. On parle vélo? Oui, aujourd'hui évidemment. Alors j'aurais pu choisir la facilité, parler de Jeannie Langeau, une championne historique, mais non. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'avenir de ce sport que vous connaissez bien. Je vais parler d'une jeune femme qui compte parmi la relève du cyclisme français. Un cyclisme qui, après des décennies d'attente, a enfin vraiment ce Tour de France digne de ce nom. Alors, même Pauline Ferrand-Prévot. Oui, même Pauline Ferrand-Prévot, la championne olympique de VTT, elle a annoncé sa volonté de reprendre la route justement sur la prochaine édition, enfin si elle est évidemment sélectionnée. Mais donc oui, ça compte vraiment ce Tour de France féminin et c'est l'occasion rêvée pour des jeunes talents de venir briller sur la scène internationale. Et donc parmi ces étoiles montantes, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Evita Music, une Française. Donc pourquoi c'est une cycliste hors du commun ? Tout d'abord parce que sa passion pour le vélo, elle semble aussi naturelle que l'air qu'elle respire. Elle a commencé la compétition, elle avait à peine 5 ans. Dès son plus jeune âge, elle se distingue, non seulement par son aisance sur la route, évidemment, mais aussi parce qu'elle a une vraie détermination à toute épreuve. Elle a prouvé dès sa première participation au Tour de France, d'ailleurs, en 2022. Derrière, en 2023, elle doit abandonner, c'est un vrai échec, mais elle revient très fort l'année d'après, l'an dernier, en 2024, en finissant 4e du Tour de France féminin. Donc à 25 ans, cette jeune championne, elle a vraiment déjà des résultats impressionnants avec des victoires d'étape, des podiums, un palmarès qui grandit d'épreuve en épreuve. Et en fait, ce qui est fascinant avec Evita, c'est vraiment sa capacité à allier la puissance et la finesse. En effet, elle n'est pas simplement comme un rouleau compresseur qui vient écraser ses adversaires. Elle a vraiment une stratégie de course qui est brillante, une capacité à se fondre dans le peloton et puis à surgir d'un coup quand on ne l'attend pas. C'est un peu, si on peut se permettre la comparaison, un peu comme une météorite dans le ciel du cyclisme. Elle arrive à toute allure. Elle fait une radiation en passage et puis tout le monde reste bouche bée. Donc ça, c'est un peu l'effet Evita. Et pourtant, il y a plein de nouveaux talents qui émergent. Oui, c'est vrai que là, on est au même titre qu'une Juliette Labousse. Elle représente cette nouvelle génération de cyclistes féminines qui refusent de se contenter des miettes, en fait, un peu comme toi. C'est des vrais rôles modèles pour toutes ces jeunes femmes qui veulent se lancer dans une carrière dans le cyclisme. Elle montre aussi que dans ce sport où on a souvent laissé les femmes au second plan, aujourd'hui, on peut être au sommet. Donc cet été, quand vous regarderez une étape du Tour de France féminin, vous vous souviendrez bien de ce nom, Evita Music, parce que rappelez-vous, dans le cyclisme, ce n'est pas la destination qui compte, c'est bien le parcours. Et dans le cas d'Evita, le sien, croyez-moi, risque d'être phénoménal. Tu la connais, j'imagine. Oui. Elle a quoi de mieux ou de plus ou de différent des autres ? Je pense qu'elle est... déjà, elle a un rapport poids-puissance exceptionnel. Elle est très grande et je pense qu'elle a su... Elle s'est construite dans cette équipe FDJ qui a su la laisser grandir et qui, depuis 1 an, l'a mis en position de leader. Alors, on va dire que 2025 va être hyper important avec l'arrivée de la numéro 1 mondiale, mais surtout une équipe avec Juliette Labrousse, une équipe du top 3. Du top 3 mondial. Et, donc le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est qu'elle n'ose pas, peut-être à côté de Vollering, mais je suis convaincue qu'elle va oser, parce qu'elle a le tempérament et elle va avoir envie d'apprendre et de grandir. Mais de toute façon, on ne grandit pas si on est avec un numéro 3 ou un numéro 4, on grandit qu'avec les numéros 1. Évidemment. La photo de la semaine pour terminer. Oui, c'est Violette d'Orange, donc c'est la plus jeune skippeuse de l'histoire à avoir pris le départ du Vendée Globe. C'est la Benjamine de la course, elle a seulement 23 ans sur son bateau Devenir. On rappelle que le Vendée Globe, c'est 45 000 km autour du globe en bateau, en solitaire, sans escale ni assistance. Oui, et 23 ans. Exactement, et à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, elle est 26e du classement général sur 39 skippers, donc après l'abandon de Maxime Sorel. Mais ce qui est marrant avec cette jeune femme, c'est qu'elle est devenue une vraie coqueluche sur les réseaux sociaux. Elle cumule quasiment 400 000 followers sur Instagram où elle partage vraiment toute sa traversée, des photos fantastiques. Voilà, c'était mon image de la semaine. J'adore ça et je voudrais quand même poser la question à la femme exceptionnelle qui est en face de moi. Séverine, tu saurais faire ça, partir seule sur un bateau au bout des mers comme ça ? Alors si je maîtrisais la navigation, ouais, j'aurais osé, oui. Et pourquoi tu n'essayes pas ?
Qu'est-ce qui te... Parce que j'ai le mal de mer. Merci Julie, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci Séverine. Julie. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut, merci.